jamais rêvé à des trésors enterrés, à des criques désertes hantées par les pirates, à des cartes marquées de têtes de mort? Le trésor, dit-on, est dans l'œil qui le découvre. Ce qui compte, ce n'est pas réellement où l'on regarde, mais comment l'on regarde. Car l'univers entier est un coffre immense et débordant de trésors. La plus grande chasse au trésor de tous les temps eut ses origines il y a plus de 400 ans dans le petit village hollandais de Middelburg. Car c'est là que Jean Lippershey et Zacharias Janssen donnèrent au monde le télescope et le microscope. Ce fut Galilée qui le premier tourna le télescope vers les cieux et ainsi forgea un outil qui brisa les chaînes qui liaient l'homme à la terre et lui permit de rôder dans les sentiers inexplorés des cieux. On construisit des télescopes de plus en plus grands. Cet instrument influença fortement la pensée humaine. Et au travers des ans, l'homme rêva et construisit. Et rêva encore et construisit le géant de Palomar. Le géant dont les 500 tonnes de verre et d'acier sont si délicatement équilibrées que la main d'un enfant peut les manœuvrer. Le géant, dont l'œil de 5 mètres fixe sans scier l'espace jusqu'à 1 milliard d'années-lumière. Au juste, qu'est-ce que c'est qu'1 milliard d'années-lumière? Imaginez un voyage dans l'espace à la vitesse du son à 1200 km à l'heure. À cette vitesse, on atteindrait la Lune en 12 jours, 22 heures et 48 minutes. Pour atteindre le Soleil, cela demanderait 5040 jours, ou presque 40 ans. Mais pour atteindre la plus proche étoile, nous devrions voyager nuit et jour durant 3 800 000 ans. Si nous voyagions à cette vitesse pendant encore 75 milliards d'années, nous arriverions enfin aux limites de notre système de galaxies, de notre univers. Et de cette position avantageuse, nous pourrions voir dans les profondeurs de l'espace un minuscule objet flou. Là, nous laissons notre avion à réaction pour prendre un rayon de lumière et nous nous lançons dans l'espace à une vitesse d'1 million de fois plus grande que celle du son. 300 000 km à la seconde. Après un voyage à la vitesse de la lumière pendant 1 million d'années encore, nous nous trouvons dans un autre univers, composé d'une centaine de milliards d'autres étoiles. Mais c'est à peine notre voisin le plus proche dans l'espace, la galaxie d'Andromède. Les autres systèmes de galaxies ou univers s'entêtent semblables aux nôtres. Ils sont tous plus ou moins en forme de spirale, assez plates vues du sommet. Leur diamètre est d'environ 100 000 années-lumière. Et souvenez-vous qu'une année-lumière, ce sont presque 10 000 milliards de kilomètres. Combien d'autres univers y a-t-il? Aucun homme ne le sait. Il y en a au moins 200 millions dans le seul champ du télescope du mont Palomar. Chacun composé de 100 milliards de soleils. Ce que l'homme découvrit avec le télescope le laissa accablé par le sentiment de son infinie petitesse. Le monde qui semblait si vaste s'était converti en un point. Et l'homme, eh bien, c'était simplement un microbe voyageant sur ce point dans la poussière cosmique. Une chose parut certaine. L'homme était beaucoup trop petit pour que Dieu se préoccupât de lui. Savez-vous qu'un savoir partiel peut être dangereux? Si un homme gardait l'œil collé à un télescope tout le temps, il pourrait avoir toutes sortes d'idées fantastiques. Car vous savez que le télescope ne montre que la moitié de l'image. Il est intéressant de noter que le télescope et le microscope sont nés en même temps et dans le même petit village hollandais.
Pendant que Jean Lippershey construisait le premier télescope, Zacharias Johnston crée l'instrument qui nous ouvrait le fabuleux trésor des petites choses. Il y a des milliers d'années, Job a dit, « As-tu pénétré jusqu'au trésor de la neige ?» Des trésors dans la neige? Oui, des trésors de beauté, des trésors artistiques, rares et sans prix, accessibles à tous. Et un trésor de franche gaieté dans une bataille de boules de neige à l'ancienne mode. Mais il y a d'autres trésors. Le soleil chaud brille à nouveau, la neige fond, goutte après goutte, ruisseau après ruisseau, se déversant dans les fleuves, cascadant, courant le long des flancs des montagnes, se pressant vers son destin. Pour être canalisé dans les systèmes d'irrigation et ensuite bouillonnant pour enfoncer dans le sol ses merveilleux dons de vie, et à l'appel des racines assoiffées, elle s'épanouit dans un miracle, le miracle de la vie. As-tu sondé les trésors de la neige, ce trésor que l'homme peut rechercher, mais que seulement Dieu peut donner? Dieu a trop à faire pour prendre soin de l'homme. Qu'est-ce que c'est que cette logique lorsque chaque jour nous voyons le miracle de sa main sur nous? Est-il possible qu'il y ait d'autres trésors dans cette neige? Un trésor caché aux yeux de tous, sinon à des yeux attentifs, ouvert seulement à des chercheurs patients de la vérité? Oui, et c'est plus beau que tout l'or et tous les bijoux de l'homme. Le flocon de neige. Là est le véritable trésor de la neige. Caché profondément dans le mystère de chaque petit flocon, le trésor de la sagesse et de la compréhension de notre Dieu. Combien de flocons sur une montagne? L'homme est tout à fait incapable de les compter. Dieu aurait pu les faire tous pareils, une masse uniforme. Or, il a choisi de faire de chacun d'eux un mystère merveilleux, d'une grande perfection, de les créer tous différents, bien que d'une forme unique, hexagonale. Peut-être veut-il révéler à l'homme son infinie attention aux petites choses. Comment Dieu ne prendrait-il pas soin de l'homme? Serait-il possible qu'il ne s'en souciât pas? Avez-vous jamais regardé de près un grain de sel? Ce seul grain composé de millions de particules si petites que si nous en mettions 1 million empilés, nous ne pourrions toujours pas voir la pile. Même avec un microscope. Maintenant, mettons une goutte d'eau sur ce grain de sel. Chauffons la plaque un peu. Ce grain de sel subit une transformation. On dit qu'il se dissout. Des millions de ces petites particules invisibles quittent le grain de sel et se mélangent aux molécules de l'eau. Ainsi, le grain de sel disparaît. Maintenant que la plaque se refroidit, mettons une lentille plus forte. Quand l'eau est suffisamment froide, des quantités de minuscules pierres précieuses surgissent, on ne sait d'où. Des millions de molécules invisibles se rejoignent pour former des cristaux microscopiques de sel. Un trésor dans un objet commun. Avec un microscope, le domaine de la médecine devient un coffre au trésor. Comme par magie, chaque produit dévoile ses joyaux. Dans ce sirop contre la toux, vous pouvez trouver des hydrates
formant entre eux des angles caractéristiques, ce qui différencie ces cristaux de tous les autres. Votre lavage favori pour les yeux contient probablement de l'acétate de zinc. Chaque substance cristalline produit ces cristaux à caractéristiques propres. L'acide oxalique forme un amas confus de paille microscopique. L'hydroquinine, une forêt d'aiguilles brillantes. La plupart des cristaux sont de taille microscopique, mais il y a des exceptions. Le bloc de sucre candi se présente d'abord comme un ensemble de molécules de sucre qui ensuite s'édifient en de minuscules cristaux. Et s'il y a un apport constant de molécules et une température constante, ils grossiront presque indéfiniment. Vous avez peut-être vu des cristaux de sucre géants dans un pot de gelée qui avait été oublié dans un coin perdu de votre cave. Un apport immense de molécules, une température constante et le temps des siècles. Tels sont les éléments qui ont transformé le cœur de la Terre en une réserve de trésors infinis. Trésors qui ont attiré l'homme comme un puissant aimant jusque dans les profondeurs de la Terre. Les explorateurs de grottes, ou plutôt les spéléologues pour les connaisseurs. Des hommes pour qui l'appel de l'aventure extraordinaire est puissant et clair. Leur recherche n'est pas celle de l'or, mais celle de la connaissance. Joyau précieux mais difficile à saisir. Leur but est d'aller là où personne n'est encore allé, de connaître l'inconnu. Les formes bizarres qui donnent aux grottes calcaires leur aspect surnaturel sont formées par des minéraux dissous dans l'eau, non pas sculptés par des torrents rapides, mais construites lentement au travers des siècles par les gouttes d'eau qui tombent régulièrement. Pendant que chaque goutte brillante reste suspendue l'espace d'une fraction de seconde, elle s'évapore imperceptiblement, laissant derrière elle quelques molécules de calcaire. C'est ainsi que se forment les stalactites. Une action analogue forme les stalagmites sur le sol de la grotte. Exactement comme les cristaux formés dans ce pot de gelée oublié sur une étagère de cave, les années s'écoulant ont donné naissance à l'indicible beauté de ces cristaux formés dans les profondeurs de la Terre, molécule après molécule. Il y a des hommes qui grimpent au sommet des montagnes et d'autres qui descendent dans les profondeurs cachées. Mais qu'ils montent ou descendent, ils découvrent que Dieu les a précédés, créant toutes ces merveilles. Je voudrais partager avec vous ce qui pour moi fut une très belle expérience. La croissance de cristaux microscopiques sous une lumière polarisée. Prenons une pincée de trional. Couvrons-la avec une plaquette. Ensuite, chaufferons-la jusqu'à ce qu'elle devienne une mince pellicule liquide. Et puis, regardons ce liquide au microscope. Avec certains produits chimiques, les cristaux se forment très lentement. Avec d'autres, presque instantanément. Et ils sont tous différents parce que les molécules invisibles sont différentes.
Chaque substance a sa forme et sa propre beauté. Le désert est un endroit solitaire. Oublié de Dieu, nous disons quelquefois. Un lieu de désolation et de mort. Le vieux chercheur a passé sa vie dans ces étendues brûlantes à la recherche d'un trésor, espérant toujours devenir riche un jour. Alors que jour après jour, il a foulé aux pieds un trésor sans prix qu'il n'aurait pas songé trouver là. Un trésor mis à jour récemment par les recherches attentives de la science, les fleurs microscopiques du désert. Les plantes ventrues, on les appelle ainsi vulgairement, mais non sans raison, car elles sont préparées par Dieu pour des hommes importants. Des hommes assez importants pour s'incliner assez bas et pour s'émerveiller de l'attention de Dieu pour les petites choses. Comment les minuscules semences de ces plantes délicates peuvent-elles survivre à la chaleur brûlante et desséchante du soleil d'été, au froid glacial des nuits d'hiver? Comment prennent-elles racine dans le sable glissant et nu du désert? On a trouvé que ces graines presque invisibles pouvaient survivre aux rigueurs du désert pendant 5 ans et plus, attendant les conditions favorables et nécessaires à leur croissance mystérieuse. En explorant l'énigme de cette croissance dans ce milieu hostile, les savants espèrent accroître leurs connaissances pour aider l'homme dans sa recherche de moyens nouveaux de nourrir un monde affamé. Oublié de Dieu? Non, tant que des myriades de plantes prodigieuses dresseront leurs tiges vers les cieux en témoignage de l'attention de Dieu pour les petites choses. Il semble impossible que 150 ans aient pu s'écouler depuis l'invention du microscope, avant que quelqu'un ait eu l'idée de regarder dans une goutte d'eau. Après tout, que pouvait-il y avoir dans l'eau, sinon l'eau elle-même? Le microscope moderne n'a plus qu'un lointain rapport avec les primitifs appareils faits à la main. Mais regardant en arrière, nous pouvons imaginer le moment où Antoine Leeuwenhoek examina pour la première fois une goutte d'eau. Tremblant d'excitation, il réalisa qu'il venait de découvrir tout un monde nouveau. Un monde d'infinie petitesse, habité de créatures qui avaient vécu, s'étaient reproduites, avaient combattu, étaient mortes, complètement ignorées de tous les hommes depuis la création. À un monde incrédule, il annonça sa découverte, qu'il y avait des petites bêtes, comme il les appelait, vivant dans l'eau. Il y en avait plus dans une seule goutte d'eau que d'habitants dans son pays natal. Beaucoup sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire que tout leur corps est fait d'une seule cellule. Une seule, hautement complexe, qui pourvoit aux fonctions de locomotion, d'assimilation de nourriture et de reproduction. Une petite cellule où, en un sens, réside tout le merveilleux mystère de la vie. L'amibe, fantôme du monde microscopique. Pendant des années, cette créature fantastique unicellulaire a excité l'imagination et la persévérance des hommes de science. Elle étend sa paroi dans la direction où elle veut aller, et ensuite s'étire étrangement sur les chemins de la vie. Un minuscule morceau de protoplasme, dans un certain sens, animé par la vie. Il évite les produits chimiques invisibles, se détourne de la lumière trop forte et cherche la nourriture qui le maintient en vie. Le protoplasme. Y a-t-il dans tout l'univers un mystère plus indéchiffrable que la vie elle-même?
Nous avons jeté un coup d'œil sur ce qui peut exister dans une simple goutte d'eau. Mais prenons le temps de réfléchir. Il y a 31 000 gouttes dans un litre. 1000 billions de litres dans un kilomètre cube. Et il y a 1200 millions de kilomètres cubes d'eau sur la Terre. Des savants de l'Université de Californie du Sud manifestent un intérêt particulier pour tout ce qui touche à la vie de la mer. Mais dans ce domaine, rien n'est plus important que les animaux et plantes microscopiques pris au piège d'un filet à plancton. Ici, à nouveau, nous trouvons de véritables trésors dans de petites choses. La plupart d'entre nous pensent à la vie microscopique en rapport avec l'eau douce. Mais une goutte d'eau de mer est encore bien plus prolifique. La quantité et la variété de vie microscopique dans la mer dépassent toute imagination. Le petit bonhomme qui semble faire de l'acrobatie vit dans un tube vide. Quand il décide d'aller quelque part, il se déplace avec précaution jusqu'au bout du tube, met en marche son moteur hors bord et s'éloigne avec sa maison de verre et le reste. Même le monde microscopique a ses comédiens. Et ces petits bonshommes sont parmi les meilleurs. Le fond de l'océan est le musée de ce monde microscopique. Car c'est là que des milliards d'innombrables créatures qui ont vécu et sont mortes ont laissé le souvenir de leur existence. Seulement de la boue noire et gluante, mais le microscope révèle qu'elle est composée presque entièrement de petites particules d'une beauté exquise. Les créatures vivaient alors dans les pièces de ces admirables châteaux microscopiques, après les avoir bâtis avec des substances chimiques de la mer. Les diatomes construisent leurs maisons avec de la silice, petites maisons de verre naturel, si petites et si parfaites qu'on les utilise pour mettre à l'épreuve les lentilles des microscopes à grande puissance. Il y a plus de 10 000 variétés de diatomes, et chacune bâtit sa maison différemment des autres. Voici des diatomes vivants. On les trouve aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau salée. Mais dans la mer, ils sont en quantité incroyable. Quand ils meurent, la coquille vide s'enfonce jusqu'au fond de l'océan. Il semble impossible que cette falaise de 30 mètres soit essentiellement composée de diatomes. Dans un dé à coudre de cette terre de diatomes, il y en a plus de 14 millions. Combien de diatomes ont une seule fournée d'une pelle mécanique? Si l'homme essayait de les compter, les chiffres n'auraient plus de sens. Et souvenez-vous que chacun d'entre eux était un être vivant, un objet de l'attention du Créateur. Cette région fut autrefois couverte par la mer. Dans ces eaux vécurent et se reproduisirent des diatomes en nombre fantastique. Quand ils moururent, leurs minuscules coquilles allèrent au fond, laissant un dépôt de diatomes presque solide de 8 km² et de 500 mètres d'épaisseur. Le Dieu qui peut créer une galaxie de centaines de milliards de soleils flamboyants et la lancer dans l'espace doit être un Dieu au pouvoir infini, mais un Dieu qui peut créer de minuscules organismes vivants et en quelque sorte les doter d'une habileté et d'un génie architectural pour fabriquer ces demeures microscopiques, doit être capable d'un intérêt infini pour les petites choses. Nous avons exploré les trésors de l'univers. Ensemble, nous avons vu les choses les plus grandes et les plus minuscules. Et je suis sûr qu'une question a surgi dans notre esprit à tous. Où est notre place? Quelle est la position de l'homme dans le plan éternel des choses?
Une réponse à cette question provient d'une récente et étonnante découverte dans le domaine de la science. Si nous prenons le plus petit objet connu de la science, une particule subatomique, qui mesure 1/1000 de millimètre de diamètre, et qu'on le situe au bout d'une ligne, puis qu'on prenne le plus grand objet que nous connaissions un peu, une galaxie astrale, comme notre galaxie, pour la mettre à l'autre bout, on s'apercevra qu'un homme de taille moyenne se situe exactement au milieu de la ligne, exactement au centre de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Je suppose qu'un mathématicien dirait que l'homme est le juste milieu de l'univers. Dieu se soucie de l'homme? La question semble inutile maintenant, pas vrai? Bien sûr, il s'en soucie. Si Dieu cessait de s'en occuper, à ce moment même, nous cesserions de vivre. Mais la sollicitude de Dieu se porte au-delà de notre respiration et du battement de notre cœur. Elle va au plus profond de nous-mêmes. Dans la Bible, nous voyons que le souci principal de Dieu est notre bonheur spirituel pour l'éternité. Dans la Bible également, il a en réserve des richesses abondantes et merveilleuses pour nous tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel est le plus grand trésor dans la vie? Connaître Dieu. Pas uniquement comme créateur de l'univers, mais comme notre propre Sauveur et notre Père céleste. Ce trésor sans prix est à votre portée ici-bas, si vous voulez tendre la main avec foi et le prendre.